je m'appelle Tom Priou, je suis étudiant en BTS NDRC en première année. Euh, Permettez-moi, Madame Vanem, de faire une courte biographie. Vous êtes spécialiste reconnue de l'omnicanal, du figital et du commerce, mais aussi conférencière, auteure et consultante. Professeur agrégé des universités à l'IAE Lyon et à l'ESCP, vous encadrez des doctorants et vous pilotez des projets de recherche autour des technologies et de l'évolution du marketing, du commerce et des comportements des consommateurs. Vous êtes auteur de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels Savoir conseiller et vendre à l'ère post-digitale aux éditions EMS, Le commerce en devenir, que l'on a étudié en BTS NDRC au lycée François Villon, les Mureaux. Plusieurs de vos publications ont été récompensées aux États-Unis et en France. Vous avez aussi cofondé l'entreprise Undel Conseil. Vous accompagnez les entreprises dans leur digitalisation, vous leur donnez les clés de lecture pour comprendre leurs clients potentiels, connectés. Au nom de mes camarades et de l'équipe pédagogique, je vous remercie de nous permettre d'apprendre plus sur la digitalisation des commerces. À présent, je vais donner la parole à ma camarade Anaëlle qui va vous poser la première question. Cette présentation. Bonjour Madame Van Ems, je me présente Anaëlle Lohin en BTS NDRC. Vous avez écrit dans le chapitre préliminaire de votre livre « Il ne faut donc plus parler d'expérience client, mais de l'expérience de l'homme ou de la femme appréhendée dans sa globalité. Marques et enseignes doivent devenir human-centriques et cesser d'être consumer-centriques. » Dans notre formation, nous apprenons que le client est au centre de la relation client digitale. Pourquoi vous pensez que l'expérience client est un leurre ou pourquoi il faut cesser d'être customer-centrique? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Alors oui, de manière générale, dans votre formation et dans les formations, on indique qu'il faut absolument être orienté vers le client. En anglais, on dit customer centric, être centré client, et cela est absolument vrai. C'est-à-dire que je pense qu'il faut au minimum être customer centric lorsque l'on fait du marketing. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus importants du marketing que de s'intéresser au client, à ses besoins, à ses attentes. Si on n'est pas centré client, alors on ne peut pas dire que l'on fait du marketing. Donc, c'est obligatoire d'au minimum s'intéresser aux besoins et aux attentes du client. Mais en fait, je pense que pour se différencier, on peut aller plus loin aujourd'hui. Et je prends l'exemple du taxi dans mon ouvrage et j'essaie d'expliquer ce qui se passerait si un chauffeur de taxi était customer-centric. Que dirait un chauffeur de taxi qui est customer-centric? Il se dirait qu'il faut qu'il améliore l'expérience de son client. Donc, il faut qu'il fasse passer un moment agréable quand il est dans le taxi. Il faut que le taxi soit propre, que lui, en tant que chauffeur, soit agréable, lui fasse la conversation s'il sent que la personne a envie de parler, ou qu'il le laisse tranquille s'il sent que la personne a envie d'être tranquille. Il va falloir qu'il mette une température de son taxi agréable et éventuellement qu'il propose à son client une bouteille d'eau. Donc, le chauffeur de taxi, ici, il est centré client. Il veut absolument améliorer l'expérience de son client. Pourtant, si ce chauffeur se dit, en réalité, que veut la personne? Elle va se dire que la personne, elle cherche pas un taxi. Son besoin réel, c'est de rentrer chez elle. Et si on part du besoin, non pas en tant que client qui rentre dans un taxi, mais d'individu dont le besoin, c'est de rentrer chez soi, eh bien, on va se rendre compte qu'on va encore beaucoup plus loin et que notre chauffeur de taxi, s'il se rend compte que son besoin, ce n'est pas de trouver un taxi, mais bien de rentrer chez lui, eh bien, il va se dire comment je peux agir pour répondre aux vrais besoins de l'être humain qui est derrière, qui est de rentrer chez lui avec le moins d'efforts possible et le plus de plaisir possible. Ben, le moins d'efforts possible, c'est que le client ne soit pas obligé d'aller à une borne pour chercher un taxi, puis d'attendre à cette borne. Donc, l'une des solutions, c'est de venir chercher le client là où il veut, au moment où il le veut. Et donc, on voit bien que là, on va plus loin que répondre à un besoin du client. On répond à un besoin de l'être humain. Et ça, on peut le faire sur toutes les catégories de produits.
Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est customer-centric, ce que font les retailers, hein, vous avez dû entendre parler des commerces, c'est qu'ils vont dépoussiérer, ils vont améliorer leur magasin, ils vont faire des choses dans leur magasin, mais peut-être que ce client, ce qu'il veut pas, il veut pas ça. Peut-être que pour lui, aller dans les magasins, c'est une corvée, et donc il préférait être livré chez lui. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut faire autour de cette notion qui est pas simple, hein, ce que j'appelle human-centric plutôt que la customer-centric, c'est de vous dire, vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous voulez? Et comment je vais pouvoir changer de posture pour répondre à vos vrais besoins. Voilà, j'essaie d'être la plus claire possible, même si c'est pas forcément simple comme manière d'aborder le sujet. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole pour la deuxième question à ma camarade de classe, Lady. Bonjour, je m'appelle Ejine Gomme, je suis également en BTS NDRC et j'aimerais vous poser cette question. Dans la partie 2 du chapitre préliminaire, vous écrivez « Si vous n'existez pas dans le monde virtuel, vous n'existez pas dans le monde réel. Comment le métaverse peut-il être introduit dans la stratégie digitale selon vous ?» Alors la stratégie, le métavers, c'est un gros enjeu pour les marques et les enseignes en fait. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de dire si le métavers sera un succès ou ne sera pas un succès. Il faut savoir que le premier métavers créé, c'est ce qu'on appelle Second Life. Ça a été le premier métavers et ça n'a pas survécu. Pourquoi ça n'a pas survécu? Parce que si certains sont allés dans l'univers Second Life, il ne se passait rien. Et à un moment donné, il y a eu un ennui et les gens ont quitté l'univers. Donc déjà, on ne sait pas si métavers, ça va être un succès ou pas. En tout cas, pour que ça soit un succès, il faut absolument qu'il se passe des choses. Alors, deuxième élément, le métavers, c'est un enjeu pour les marques et elles pourront s'installer dans des Decentraland, The Sandbox, Roblox, qui sont autant de métaverses, si elles pensent que leur cible y sera présente. Si leur cible va dans un métaverse en particulier, il faut qu'elle y soit présente, cette marque ou cette enseigne, pour y être visible. En étant présent et visible auprès de sa cible, elle va gagner en notoriété, mais elle pourra aussi travailler son image auprès de gens qu'elle souhaite atteindre. Et c'est parce que le client aura vu dans le métaverse un produit, aura même parfois essayé ce produit via son avatar, qu'il voudra l'acheter dans le monde physique. Donc on voit bien que le fait d'aller dans le monde virtuel, le métaverse, pourra impacter nos achats dans le monde physique et peut-être aussi dans le monde virtuel, parce qu'un avatar pourra acheter un vêtement pour lui que vous pourrez aussi avoir dans le monde physique pour vous. Donc on voit bien qu'on a des problématiques d'achat dans les deux mondes. Alors de manière générale, le métavers c'est un touchpoint supplémentaire dans la stratégie omnicanal des marques et des enseignes. Et il faut savoir pour le monde du luxe, le métavers est un enjeu fondamental pour plusieurs raisons. D'abord, vous devez savoir que le monde du luxe a loupé le virage du digital. C'est-à-dire qu'en 2005, 2010, 2015, le luxe n'est pas allé sur le digital parce qu'ils n'y croyaient pas et puisqu'ils avaient peur que le digital dégrade l'expérience client. Donc, ils ont loupé un virage stratégique. Du coup, pour ne pas éviter à nouveau de louper un virage, ils veulent être dans les métaverses en se disant si jamais ça marche, il faut qu'on y soit. Et puis, le métaverse va être pour les marques de luxe et aussi pour les autres marques un moyen de créer des univers imaginaires, des univers qui seront riches. On a The Gucci Garden qui a été créé par le monde du luxe. Et ces univers particulièrement riches permettront de se différencier de la concurrence. Et puis le métaverse va permettre d'offrir d'autres choses. Votre avatar va pouvoir essayer des vêtements. Donc, ça sera plus facile d'essayer un vêtement si c'est sur votre avatar. On va pouvoir vivre des choses incroyables. Certains ont conduit une Ferrari dans Fortnite. Ça veut dire que vous essayez virtuellement un produit dont vous allez parler à vos amis, à vos copains. Et donc, on voit que le fait d'essayer virtuellement des produits en 3D, ça va vous donner envie d'en parler, voire de les acheter quand c'est des produits évidemment accessibles. Et puis, dans le métaverse, s'il existe, on va pouvoir vous faire visiter des ateliers de joaillerie, on va pouvoir vous montrer l'envers du décor, on va pouvoir vous faire dialoguer avec des gens qui sont dans des usines de production. Donc, on voit que le métaverse va vous permettre de comprendre tout le processus produit
pas seulement le produit, mais tout le processus produit. Et on a aussi ce qu'on appelle les tuiles numériques dans le métaverse, c'est le jumeau numérique. Vous aurez un produit dans le monde réel et vous aurez ce produit en jumeau dans le monde numérique. Par exemple, Ikea, vous hésitez à acheter un meuble Ikea et vous vous dites que ce meuble, il est trop compliqué à construire. Eh bien, moi, pour vous rassurer, je vais vous dire, écoutez, allez dans l'univers, dans le métaverse Ikea, essayez de construire par votre avatar virtuellement ce meuble. Comme ça, vous verrez si c'est facile ou pas. Et puis, quand vous viendrez dans le monde réel, vous verrez que finalement, c'est pas si compliqué. Puis, vous aurez déjà fait une première fois. Donc, on voit bien que le métaverse, c'est un lieu d'apprentissage. Je vais apprendre à faire les choses virtuellement avant de les faire en vrai. Ça minimise les risques de se tromper et le coût est supporté si on se trompe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu à cette question. Bonjour Madame Vanem Yousra Habib, étudiante en BTS NDRC. J'avais une question à vous poser concernant la partie 3 du chapitre 5 de votre livre qui porte sur les triangles d'or de l'expérience client. Les 3 leviers d'action qui sont pour vous une pratique incontournable au sein de l'entreprise. Vous proposez un triangle d'or qui est composé de 3 leviers qui sont magnifier, créer une non-expérience et les leviers des irritants. Pourriez-vous nous en dire sur ces 3 leviers, puisque vous dites que le meilleur moyen de rendre un service au consommateur, c'est celui de proposer une non-expérience client? Merci beaucoup Yousra pour cette question. Effectivement, vous avez dû voir dans vos cours qu'on vous parle beaucoup d'expérience client. Aujourd'hui, l'expérience client, on vous dit, c'est vraiment extrêmement important. Et on vous dit que l'enjeu pour les marques et les enseignes, c'est de faire vivre une expérience agréable et mémorable. Ça veut dire une expérience agréable dont on se souviendra, qui va vous donner envie de revenir et qui va vous donner envie d'en parler à d'autres consommateurs. Donc, l'expérience client, aujourd'hui, c'est un élément clé de la stratégie marketing. Et c'est vrai pour de nombreux produits. Pour des catégories de produits comme les vêtements, les chaussures, la technologie, pour ces produits qui sont impliquants pour le consommateur, il est important de leur faire vivre une expérience extrêmement agréable. Parce que le client va prendre du plaisir à venir acheter le produit en magasin, il va toucher les produits, il va se promener au rythme de la musique, il va y avoir véritablement quelque chose qui va se passer. Et là, l'enjeu, et vous, votre enjeu, ça sera bien de faire vivre une expérience agréable au consommateur. D'ailleurs, j'aimerais préciser que dans cette expérience agréable au consommateur, l'humain est extrêmement important. C'est-à-dire que l'interaction avec le conseiller de vente ou le vendeur est capitale dans cette expérience que l'on va sublimer, que l'on va magnifier, qu'on va améliorer. On sait que quand le client sort du magasin et qu'on lui demande ce dont il se souvient de l'expérience, ce dont il se souvient, c'est l'interaction qu'il a eue avec le conseiller ou la conseillère. Donc, l'interaction est un élément clé de l'expérience client. Et l'expérience client, il faut absolument la rendre la meilleure possible. Lever les irritants, éviter d'avoir des temps d'attente à la caisse, des temps d'attente à la cabine d'essayage, trouver notre information rapidement. Donc, on va tout faire pour améliorer cette expérience, voire jusqu'à la sublimer. Et là, les marques de luxe et même d'autres marques, bien évidemment que les marques de luxe, vont chercher à sublimer cette expérience. Mais vous le savez, il existe aussi de nombreux produits pour lesquels il n'y a aucun plaisir à faire les courses. Il y a de nombreux produits pour lesquels les courses est une corvée, même si cela peut dépendre et varier d'un client à un autre. Faire les courses alimentaires chaque semaine, quand on a 3, 4 ou 5 enfants à la maison, et même 2, ça peut être pour certains clients une corvée. C'est pas vrai pour tout le monde. Pour certaines personnes, aller faire les courses alimentaires, c'est un plaisir. Donc, il faut leur laisser le plaisir. Si leur plaisir, c'est d'aller dans le magasin, regarder les produits, regarder ce qu'il y a comme nouvelle confiture, comme nouveau yaourt, ça peut être un plaisir. Mais on sait que pour certains consommateurs, ce n'est absolument pas un plaisir, c'est une corvée. Acheter de l'eau, des bouteilles d'eau, même si on achète de moins en moins des bouteilles d'eau, acheter du lait, acheter des produits lourds, c'est une véritable corvée. Et donc, moi, je pense, en réalité, que sur ces produits corvées, l'enjeu, ce n'est pas faire vivre une expérience gratifiante, puisque c'est une corvée.
L'enjeu, c'est tout simplement de faire disparaître cette corvée. C'est donc de produire ce que j'ai appelé une non-expérience. Le client, ce qu'il voudrait, c'est avoir de l'eau ou du lait chez lui sans même avoir à y penser. Eh bien, la non-expérience, ça sera le quick commerce, la vente par abonnement, qui font que je n'ai même plus besoin d'aller vivre cette expérience négative, d'aller chercher du lait, de le porter jusque chez moi, puisque le lait va être porté chez moi. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui relate vraiment pourquoi je pense que c'est intéressant. Il y a quelques années, j'ai investi dans une nouvelle imprimante. Cette imprimante, c'est ce qu'on appelle un objet connecté. C'est une imprimante connectée. Avant cette imprimante connectée, vous le savez, c'est toujours quand on a un dossier important qu'on tombe en panne en panne d'encre. Donc, je tombais en panne d'encre à un moment où justement, il me fallait de l'encre et je ne savais pas que je n'en avais plus. Donc, j'étais obligée de courir très, très rapidement au magasin le plus proche qui vendait de l'encre. Ça me faisait perdre du temps, ça n'avait aucun intérêt, c'était une corvée. Jusqu'au moment où j'ai acheté une imprimante connectée. Cette imprimante connectée, elle m'a transformé cette corvée en non-expérience. Je ne vais plus acheter de l'encre puisque l'imprimante informe HP, je ne fais pas de publicité pour HP, mais là c'est HP, que ma dernière cartouche d'encre est presque finie. Elle envoie donc un signal et je reçois un SMS en me disant « Madame Van Emst, dans 2 jours, vous allez avoir une livraison d'une cartouche d'encre. » On sonne chez moi et une personne me remet une cartouche d'encre. Et là, je dis, waouh, c'est vraiment un vrai service. Ils ont fait disparaître pour moi quelque chose qui était une corvée. Et donc, c'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Mais bien sûr, je vais continuer dans les magasins pour les achats plaisir, pour les moments où j'aurai envie d'y aller par plaisir, par détente. Et on sait que de nombreux travaux ont montré que les magasins n'allaient pas disparaître parce que ces magasins sont des lieux de vie où on aime aller. Et j'aimerais dire, on aime encore plus aller aujourd'hui parce que à force de vivre des heures sur des écrans froids et sans âme, eh bien, quand on va dans le monde physique, on veut y vivre des choses, on veut y vivre des émotions. Et le magasin physique doit devenir un lieu, une boutique vivante qu'on est en train de réinventer. Voilà, je parle beaucoup, je me rends compte que je parle beaucoup en fait. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Yusra. Je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Alors, bonjour Madame Van Emst, je me présente Adnan, étudiant également en BTS première année. Alors ma question est la suivante. Dans ce dernier chapitre intitulé Naviguer ou résider, quand le digital et le métaverse créent de nouvelles relations au monde marchand, vous montrez en quoi et comment la digitalisation est quelque chose d'utile à la digitalisation de l'avenir. Cela dit, vous parlez ensuite de la métaverse qui est l'Internet du futur. Nous aimerions savoir que peut apporter la métaverse à la digitalisation de la relation client. Bien, merci, c'est Anan. Merci Anan. Oui. Alors dans le digital, aujourd'hui, Anan, vous utilisez vos doigts et éventuellement votre voix, c'est possible, pour rentrer dans le monde virtuel. Donc vous vous connectez à des sites internet, en général, c'est avec les doigts. Demain, nous allons entrer différemment dans l'espace virtuel. Nous allons rentrer dans l'espace virtuel avec un casque et nous aurons notre avatar. La sensation sera très différente. Aujourd'hui, cliquer sur des liens, c'est pas du plaisir, c'est presque une corvée. La sensation demain dans le métavers, s'il existe vraiment et si c'est un succès, sera différente de ce que l'on vit aujourd'hui parce que l'on naviguera dans l'univers virtuel comme si c'était du gaming. Nous serons dans un environnement immersif, une immersion qui fait appel aux 5 sens de l'internaute et l'internaute aura l'impression de vivre une vraie expérience car ses sens vont être bernés. Donc il aura vraiment l'impression d'être dans le magasin en train d'échanger avec des gens, de conduire une Ferrari et donc on aura effectivement une impression d'immersion qui sera très forte. Donc on aura un casque virtuel, une dimension 3D qui donnera l'impression d'évoluer différemment dans cet environnement que nous évoluons aujourd'hui. Au lieu d'être assis face à un écran, on aura une autre posture dans le métaverse où le métaverse va mêler réalité réelle et réalité virtuelle. Donc, par rapport à la digitalisation, non seulement le métaverse va nous faire vivre des expériences autrement, parce qu'au lieu de voir des produits présentés sur Internet, on entrera dans des magasins virtuels avec notre avatar,
on pourra essayer le produit avec notre avatar et notre avatar pourra discuter avec les conseillers de vente ou avec d'autres clients. Par rapport à la digitalisation, quand vous envoyez un mail, quand vous faites un chat avec un conseiller, ou même quand vous appelez votre conseiller téléphonique, par exemple pour la banque, eh bien, tout ça pourra changer avec le métavers. Effectivement, plutôt que de devoir taper vos questions par mail, par chat ou sur les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec votre conseiller bancaire, eh bien, vous pourrez dire « j'ai une question à lui poser » et hop, j'enfile mon casque et je suis présent avec lui virtuellement dans son bureau. La relation va être donc très différente puisque ça va faire baisser votre taux d'effort, vous n'avez plus besoin d'écrire, et ça va faciliter les rencontres. Donc, vous aurez une rencontre qui va se faire sous différentes formes, même si on voit, on ne pourra pas passer sa vie dans le métaverse parce que ça pourra générer d'autres complications. Alors, on sait que si on est toujours sur un casque, ça va générer, ça risque de générer des difficultés dans le monde physique. Donc, c'est véritablement des questions qui vont se poser, mais on voit bien que l'interaction humaine va être différente. Après, moi, j'ai aussi une posture, c'est de dire, de manière générale, à force de passer des heures sur ces écrans, les gens recherchent de l'humain. Donc, il est possible qu'en réalité, plus on va vous créer d'univers virtuels, plus vous aurez envie d'aller dans l'univers physique et plus ça va aussi modifier ce que vous aurez envie de vivre dans l'univers physique. Je suis toujours étonnée de voir quelque chose que vous ne voyiez pas il y a 10 ans. De plus en plus, quand je prends le train, je vois des jeunes qui jouent aux cartes. Je vois un retour des jeux de société physiques, où on est vraiment ensemble, où on a vraiment des choses physiques qui matérialisent nos interactions. Et donc, on voit que c'est comme tout, un trop de virtualité va peut-être générer un retour au physique. En tout cas, on va prendre le meilleur des deux mondes, on va réinventer tout cela. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Anne. Alors, je ne sais pas si j'avais retenu qu'il y avait 4 questions, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. J'avais pas le son. Merci pour ces éclairages. Ça a apporté beaucoup de réponses à nos étudiants qui ont en partie lu votre livre. Je pense qu'on va le reprendre aussi l'année prochaine. Ça sera aussi l'occasion peut-être de se rencontrer au prochain salon et de vous inviter encore une autre fois. Ça serait bien que vous passiez dans notre lycée parce qu'on reçoit beaucoup d'auteurs ici. On a reçu Sylvie Lachka, on a fait pas mal de visioconférences. Au nom de toute l'équipe pédagogique, au nom de nos étudiants, je vous réitère mes remerciements et on vous applaudit en ligne, madame. Merci. Mais moi, merci beaucoup. Je laisse la parole à mon collègue. Merci Madame Van Hems, ça a été très intéressant et ça va mûrir dans leur tête, je pense. Ils vont comprendre beaucoup plus de choses. Un grand merci à vous, j'ai été ravie d'échanger avec vous. Bravo au travail des étudiants, vraiment c'est très bien, je trouve que c'est intéressant, vous vous intéressez, n'hésitez pas à continuer à foncer. Merci.